J'ai enfin finalisé mon divorce et déménagé dans une nouvelle ville pour recommencer ma vie. Mon ex-mari n'a pas perdu une seconde, moins de 3 mois plus tard, il a décidé d'épouser sa maîtresse. Lors du dîner de répétition, un ami commun a fait un commentaire qui l'a ébranlé. Quelques minutes après, son téléphone a explosé de notifications. Mon nom est Julia et j'ai 31 ans. Il y a 3 mois, j'ai finalisé mon divorce avec Brandon, l'homme que j'avais aimé depuis mes 22 ans. Nous nous étions rencontrés à la fête d'anniversaire d'un ami commun à Louisville, Kentucky, où nous avons tous les deux grandi. Il était charmant, confiant et avait une façon de me faire sentir comme si j'étais la seule femme dans n'importe quelle pièce. Je croyais en lui complètement. Je croyais en nous. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'il croyait en nous aussi. J'ai déménagé à Charlotte, en Caroline du Nord, exactement 6 semaines après avoir signé ces derniers papiers. L'appartement que j'ai trouvé était petit mais rempli de lumière naturelle, niché dans un quartier calme où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire. J'avais désespérément besoin de cet anonymat. À Louisville, partout où je me tournais, il y avait des rappels de la vie que j'avais construite avec Brandon, la vie qui s'était effondrée de manière si spectaculaire lorsque j'ai découvert qu'il avait une liaison avec une femme nommée Vanessa depuis près de 2 ans de notre mariage. La découverte elle-même était presque un cliché embarrassant. Un texto tard dans la nuit qui est apparu sur son téléphone pendant qu'il était sous la douche. Je ne fouinais pas. J'étais simplement assise sur le bord de notre lit, attendant qu'il finisse pour que nous puissions regarder un film ensemble comme nous le faisions tous les vendredis soirs. Mais il était là, brillant dans l'obscurité de notre chambre. J'ai hâte de te voir demain. Tu me manques déjà. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas essayé de nier. C'est peut-être la partie la plus dévastatrice. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme si ma découverte l'avait enfin libéré du fardeau de prétendre m'aimer. Il m'a dit qu'il n'était pas heureux depuis des années. Il m'a dit que Vanessa le comprenait d'une manière que je ne pourrais jamais. Il m'a dit que j'étais devenue prévisible, ennuyeuse, quelqu'un qui l'avait dépassé. Ces mots ont coupé plus profondément que n'importe quelle trahison. L'homme autour duquel j'avais construit toute ma vie d'adulte m'avait réduite à rien de plus qu'une phase qu'il avait dépassée. J'ai demandé le divorce la semaine suivante. La procédure a été rapide et étonnamment sans contestation. Brandon voulait tellement partir qu'il a accepté presque tout juste pour accélérer le processus. Il a gardé la maison que nous avions achetée ensemble 3 ans auparavant, celle avec le porche enveloppant et le jardin que j'avais planté de mes propres mains. J'ai pris ma voiture, mes économies et la dignité que je pouvais sauver de l'épave de notre mariage. Déménager à Charlotte était ma façon de repartir à zéro. J'avais obtenu une mutation au sein de mon entreprise, Larkin Finch, une agence de design d'intérieur de taille moyenne où je travaillais comme coordinatrice de projet depuis 5 ans. Le bureau de Charlotte était plus petit, mais m'offrait un nouveau départ, une chance de reconstruire mon identité en dehors d'être la femme de Brandon. Ces premières semaines ont été brutales. J'ai passé la plupart des soirées seul dans mon nouvel appartement, entouré de boîtes que je ne parvenais pas à déballer, me demandant si j'avais pris la bonne décision. Il y a eu des nuits où le silence était suffocant, où je remettais en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même et ma valeur. Mais lentement, quelque chose a commencé à changer. J'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant Brandon, la femme ambitieuse avec des rêves qui s'étendaient bien au-delà d'être la partenaire de quelqu'un. J'ai appris ses fiançailles avec Vanessa par les réseaux sociaux. Bien sûr. Un de nos amis communs avait posté un commentaire de félicitations sur son annonce, et l'algorithme s'est assuré que je le vois immédiatement. Il se mariait juste 3 mois après la finalisation de notre divorce. La rapidité de la chose aurait dû me blesser plus qu'elle ne l'a fait, mais à ce moment-là, j'avais déjà commencé à comprendre que leur relation se construisait depuis des années pendant que je restais dans l'ignorance, jouant le rôle de l'épouse dévouée dans un mariage qui n'existait que dans mon imagination. Le dîner de répétition avait lieu ce soir. Je le savais parce qu'une autre amie commune, Chloé, l'avait mentionné en passant lors d'un appel téléphonique plus tôt dans la semaine. Elle n'avait pas l'intention de me blesser en parlant. Chloé avait toujours été prise entre deux feux, amie avec nous deux depuis l'université, essayant désespérément de rester neutre dans une situation impossible. Elle m'a dit que le mariage était prévu pour demain après-midi dans un lieu chic du centre-ville. Elle m'a dit que Vanessa n'avait ménagé aucune dépense. Elle m'a dit que Brandon semblait heureux, bien que sa voix ait une hésitation qui suggérait qu'elle n'en était pas entièrement convaincue. J'avais fait la paix avec ça, ou du moins je le pensais. Assise dans mon nouveau salon avec un verre de vin et un livre que je faisais semblant de lire,
je me sentais déconnecté de ce chapitre de ma vie d'une manière qui m'a surprise. Brandon allait épouser une autre femme et j'allais bien, plus que bien. Je commençais à me sentir à nouveau moi-même pour la première fois depuis des années. Puis mon téléphone a commencé à sonner. Le premier appel est arrivé à 20h47 précise. Je me souviens de l'heure parce que je venais de jeter un coup d'œil à l'horloge sur mon mur, calculant si j'avais assez d'énergie pour déballer une autre boîte avant de me coucher. Quand j'ai vu le nom de Brandon sur mon écran, j'ai supposé que c'était une erreur, un appel de poche peut-être, ou une cruelle coïncidence cosmique. Nous ne nous étions pas parlé depuis le jour de la finalisation de notre divorce, quand il m'avait appelé pour confirmer que les papiers avaient été traités et que nous pouvions officiellement prendre des chemins séparés. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Le deuxième appel est arrivé 30 secondes plus tard, puis un troisième, puis un quatrième. Au moment où mon téléphone avait sonné 8 fois en moins de 10 minutes, je savais que quelque chose n'allait pas. Brandon était beaucoup de choses, mais la persistance n'était généralement pas l'une d'elles. Tout au long de notre mariage, c'est moi qui avais poursuivi, tendu la main, essayé de maintenir le lien quand il se repliait sur lui-même. Il ne m'avait jamais poursuivi avec ce genre de désespoir. J'ai posé mon téléphone face contre la table basse et j'ai essayé de me concentrer sur mon livre. Quelle que soit la crise qu'il traversait, ce n'était plus mon problème. J'avais passé 7 ans à faire de ses problèmes les miens, de son stress le mien, de son bonheur la mesure de ma propre valeur. Ces jours étaient révolus. Mais les appels continuaient. Assise là, écoutant mon téléphone vibrer contre la surface en bois, je me suis retrouvé à réfléchir à la lente agonie de notre mariage. Les signes étaient là depuis des années, des miettes de désintérêt que j'avais volontairement ignorés parce que les reconnaître aurait signifié admettre un échec. Il y avait les voyages d'affaires qui devenaient plus longs et plus fréquents. Les nuits tardives au travail qui ne collaient jamais tout à fait. La façon dont il tressaillait presque imperceptiblement quand je le touchais, comme si mon affection était devenue un inconvénient plutôt qu'un réconfort. J'avais trouvé des excuses pour tout cela. Le stress du travail, me disais-je. La pression de son poste à l'agence de marketing où il avait gravi les échelons pour devenir directeur de compte senior. Nous traversions une mauvaise passe comme tous les couples. Les choses s'amélioreraient une fois la saison chargée terminée. Une fois qu'il aurait conclu ce gros contrat, une fois que nous aurions pris ces vacances que nous n'arrêtions pas de reporter année après année. Les vacances n'ont jamais eu lieu. L'amélioration de notre relation non plus. Au lieu de cela, j'ai vu l'homme que j'aimais se transformer lentement en un étranger qui occupait l'autre côté de notre lit, quelqu'un que je ne reconnaissais plus et qui ne voulait clairement plus être reconnu par moi. La manipulation émotionnelle était subtile mais constante. Il avait une façon de me faire sentir que chaque problème dans notre mariage était en quelque sorte de ma faute. J'étais trop nécessiteuse, trop émotive, trop exigeante de son attention. Quand j'exprimais des inquiétudes sur notre intimité, il m'accusait d'être obsédé par la validation physique. Quand je suggérais une thérapie de couple, il riait et disait que j'étais dramatique. Quand je pleurais, il quittait la pièce, incapable ou ne voulant pas assister à la douleur qu'il causait. J'ai appris à me réduire pour accommoder son indifférence. J'ai arrêté de demander des soirées en amoureux parce qu'il trouvait toujours une excuse pour annuler. J'ai arrêté d'initier l'affection physique parce que le rejet était devenu trop douloureux. J'ai arrêté de partager mes réussites au travail parce qu'il trouvait inévitablement un moyen de les diminuer, de me rappeler que sa carrière était la plus importante, celle qui exigeait la priorité. Au moment où j'ai découvert sa liaison, j'étais devenu une ombre de la femme que j'étais autrefois. Vanessa n'était pas seulement l'autre femme. Elle a été le catalyseur qui m'a finalement forcé à voir mon mariage pour ce qu'il était vraiment, une dévotion unilatérale à quelqu'un qui avait cessé de m'aimer bien avant de commencer à l'aimer. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. Je pouvais voir le compteur de notifications grimper sur mon téléphone. Chaque nouveau message, un autre témoignage du chaos qui se déroulait à ce dîner de répétition. Une partie de moi était curieuse. Je ne le nierai pas. Après des années à être ignoré et rejeté, il y avait quelque chose de sombrement satisfaisant à savoir que Brandon était maintenant celui qui cherchait désespérément mon attention. Mais j'ai résisté à l'envie d'écouter. Quoi qu'il ait à dire pouvait attendre, ou mieux encore, rester à jamais inentendu. Un message envoyé dans le vide à une femme qui n'existait plus. J'ai pensé à la dernière conversation que nous avons eue avant que je quitte Louisville. C'était le lendemain du jour où j'avais fini de déménager mes affaires de notre maison, la maison qui allait maintenant devenir son nid d'amour avec Vanessa. Il m'avait appelé pour me demander si j'avais pris le vase en céramique que sa mère nous avait offert comme cadeau de mariage.
Je ne l'avais pas fait. J'avais spécifiquement laissé derrière moi tout ce qui nous liait, ne voulant aucun rappel physique de la vie que nous avions partagée. Il m'avait remercié d'une voix dépourvue d'émotion, puis m'avait souhaité bonne chance d'une manière qui semblait répétée, pratiquée, conçue pour établir une clôture sans aucune reconnaissance réelle de ce qu'il avait fait. J'avais raccroché, le cœur vide, me demandant si j'avais jamais vraiment connu l'homme que j'avais épousé, ou si j'avais simplement été amoureuse d'une projection de qui je voulais qu'il soit. Maintenant, 3 mois plus tard, il m'appelait à plusieurs reprises de ce qui aurait dû être l'une des nuits les plus heureuses de sa vie. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé des années à essayer d'amener cet homme à me prioriser, à se montrer pour moi, à démontrer que notre relation comptait pour lui. Et maintenant, à la veille de son mariage avec une autre femme, il ne pouvait s'empêcher d'appeler. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une autre notification de message vocal est apparue sur l'écran. J'ai fini mon vin et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 23 appels manqués et 14 messages vocaux. Mon téléphone avait vibré si constamment toute la nuit que j'avais fini par le mettre en mode silencieux, l'enterrant sous un oreiller de l'autre côté de mon lit, où il ne pouvait pas perturber mon sommeil. Quoi que Brandon traverse, il devrait attendre que j'aie pris mon café. Alors que je me tenais dans ma petite cuisine, préparant une cafetière de café noir, j'ai finalement admis la étrange sensation d'anxiété dans ma poitrine. Ce niveau de persistance était sans précédent. Même pendant les pires moments de notre mariage, Brandon n'avait jamais cherché à me contacter avec une telle détermination. Quelque chose d'important s'était produit à ce dîner de répétition. Quelque chose qui l'avait secoué assez fort pour qu'il passe toute une nuit à essayer de joindre son ex-femme. J'ai versé mon café et je me suis assise à ma table de cuisine, fixant mon téléphone comme s'il s'agissait d'un explosif. La partie rationnelle de mon cerveau me disait de l'ignorer complètement. Quelle que soit la crise que Brandon traversait, c'était son problème maintenant, pas le mien. J'avais passé des années à absorber son chaos, à faire de ses urgences les miennes, à tout laisser tomber chaque fois qu'il avait besoin d'un soutien qu'il ne me rendait jamais. J'avais gagné le droit de me déconnecter. Mais la curiosité est une force puissante. Après 7 ans avec quelqu'un, on développe une compréhension intime de ses schémas, de ses comportements, de la cadence spécifique de sa panique. Et le simple volume de ses appels suggérait quelque chose de bien plus sérieux que des doutes de dernière minute ou des angoisses de mariage. J'ai pris mon téléphone et j'ai navigué jusqu'à ma messagerie vocale. Le premier message était à peine cohérent. La voix de Brandon semblait tendue, presque à bout de souffle, les mots se bousculant dans une précipitation d'hystérie à peine contenue. « Julia, s'il te plaît, rappelle-moi. Je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais j'ai vraiment besoin de te parler. Quelque chose s'est passé ce soir, et je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, appelle-moi simplement. » Le deuxième message était plus calme, mais non moins désespéré. « C'est encore moi. Je suis désolé d'appeler autant, mais c'est important. Quelque chose est sorti ce soir au dîner, et je panique. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un qui me connaît. S'il te plaît, Julia. » J'ai écouté 3 autres messages, chacun augmentant en urgence, chacun dépeignant un homme dont le monde venait de basculer sous ses pieds. Il n'arrêtait pas de faire référence à quelque chose qui avait été révélé, quelque chose que quelqu'un avait dit, mais il n'expliquait jamais ce que c'était. Le mystère le rongeait clairement, et une partie tordue de lui croyait que moi, son ex-femme, était la personne appropriée pour l'aider à traiter la bombe qui avait explosé au milieu de sa célébration. L'audace de la chose était presque impressionnante. C'était l'homme qui avait rejeté mes besoins émotionnels pendant des années, qui m'avait dit que j'étais dramatique quand j'exprimais des inquiétudes sur notre relation, qui avait eu une liaison de 2 ans tout en me faisant croire que j'étais folle de soupçonner quelque chose. Et maintenant, il s'attendait à ce que je sois son soutien émotionnel la veille de son mariage avec la femme avec qui il m'avait trompé. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une longue gorgée de café, laissant la chaleur amère me ramener au moment présent. Mon appartement était calme, la lumière du matin filtrant à travers mes rideaux en doux rayons dorés. Dehors, je pouvais entendre les bruits lointains de Charlotte se réveillant, les voitures passant dans la rue en bas, les oiseaux chantant dans les arbres qui bordaient mon quartier. C'était ma vie maintenant, cette existence paisible et indépendante que j'avais sculptée pour moi-même au lendemain de sa trahison. Vers midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était pas Brandon, c'était Chloé. J'ai répondu immédiatement, reconnaissante d'une connexion qui ne portait pas le poids de mon mariage raté. « Salut, qu'est-ce qui se passe ?
Julia, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé hier soir. La voix de Chloé était un mélange d'incrédulité et d'excitation à peine contenue. Je veux dire, je ne devrais même pas te dire ça, mais tu mérites de savoir. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, alors nous étions tous au dîner de répétition, n'est-ce pas? Tout se passait bien. Des discours étaient prononcés. Le champagne coulait à flots. Et puis le cousin de Brandon, Aaron, tu te souviens de lui? Celui qui boit toujours trop lors des événements familiaux. Il s'est levé pour porter un toast. Et Julia, je te jure, toute la salle est devenue silencieuse. J'ai serré mon téléphone plus fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait ce commentaire sur le fait que Brandon et Vanessa allaient être de super parents et tout le monde a un peu ri parce que, tu sais, il supposait juste qu'il parlait de l'avenir. Mais ensuite il a dit quelque chose comme, je veux dire, vous êtes déjà à mi-chemin, n'est-ce pas? Le bébé est prévu pour quand déjà? Les mots m'ont frappé avec une force inattendue. Elle est enceinte. Elle est enceinte, Julia. C'est ça le truc. Apparemment, elle est enceinte depuis des mois, bien avant même qu'ils ne se fiancent. Certaines personnes au dîner faisaient le calcul à voix haute, et il est devenu très clair qu'elle était enceinte alors que toi et Brandon étiez encore mariés, genre, significativement enceinte. Je suis resté assise dans un silence stupéfait, traitant cette information. La chronologie prenait soudain un sens horrible et éclairant. Les fiançailles précipitées, le mariage rapide, les appels désespérés de Brandon la nuit dernière. Il venait de découvrir, en même temps que tout le monde à ce dîner, que sa nouvelle fiancée avait caché la véritable chronologie de sa grossesse. Julia, tu es toujours là? Je suis là, ai-je réussi à dire. J'ai juste besoin d'une minute. Je suis désolé. Je n'aurais probablement pas dû te le dire comme ça, mais je pensais que tu méritais de savoir ce qui se passe. Brandon avait l'air d'avoir la nausée quand il a réalisé ce qu'Aaron avait accidentellement révélé. Vanessa pleurait et essayait de limiter les dégâts, mais le chat était sorti du sac. Tout le monde sait maintenant. J'ai remercié Chloé d'avoir appelé et j'ai mis fin à la conversation. Mon esprit était en ébullition avec des implications que je n'avais pas prévues. Les appels de Brandon prenaient soudain tout leur sens. Il ne cherchait pas à me joindre parce que je lui manquais ou qu'il regrettait ses choix. Il cherchait à me joindre parce que tout son récit venait de s'effondrer. Et j'étais la seule personne qui pouvait confirmer si ses pires soupçons étaient fondés. Le bébé pourrait ne pas être le sien. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre appel de Brandon. Cette fois, la panique dans ma poitrine avait été remplacée par quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la satisfaction. Le message texte est arrivé à 14h17 précise. Juste au moment où je m'asseyais pour déjeuner tardivement, sans vraiment avoir faim. Les mots sur mon écran étaient simples, mais ils portaient un poids que 7 ans de mariage m'avaient appris à reconnaître. J'ai besoin de te parler de toute urgence. S'il te plaît, Julia. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. J'ai lu le message 3 fois, chaque lecture révélant de nouvelles couches d'ironie. Urgent. Le mot rebondissait dans mon crâne comme une balle de ping-pong. Pendant des années, mes besoins émotionnels avaient été tout sauf urgents pour Brandon. Chaque fois que j'avais demandé son attention, sa présence, sa simple reconnaissance que j'existais en tant que plus qu'une partenaire domestique pratique, il avait trouvé des moyens de minimiser et de détourner. Mes préoccupations n'étaient jamais urgentes. Mes sentiments n'étaient jamais une priorité. Mais maintenant, face aux conséquences de ses propres choix, soudain tout était urgent. J'ai posé mon téléphone et j'ai repoussé ma salade, n'ayant plus envie de manger. La satisfaction que j'avais ressentie plus tôt commençait à se transformer en quelque chose de plus compliqué. Je ne voulais plus rien ressentir pour cet homme. J'avais travaillé si dur au cours des 3 derniers mois pour démêler mes émotions des siennes, pour établir un sentiment de soi qui existait indépendamment de notre mariage raté. Et pourtant, le voilà qui me ramenait dans son orbite avec ses textos désespérés et ses messages vocaux paniqués. Le problème avec la manipulation émotionnelle, c'est qu'elle ne disparaît pas simplement lorsque la relation prend fin. J'avais passé tellement d'années à calibrer mes réponses aux besoins de Brandon que l'impulsion de le réconforter vacillait encore quelque part au fond de mon système nerveux. Un comportement appris que mon esprit rationnel s'efforçait de supplanter. Il souffrait, et une partie résiduelle de moi voulait encore arranger les choses. Mais je ne lui devais plus ça.
J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse délibérément brève. Qu'est-ce que tu veux, Brandon? Sa réponse est arrivée en quelques secondes, comme s'il avait fixé son écran, attendant le moindre signe d'engagement. Puis-je t'appeler, s'il te plaît? Je sais que le mariage est dans quelques heures, mais je perds la tête, et j'ai besoin de parler à quelqu'un qui sera honnête avec moi. Le mariage avait toujours lieu. Malgré la bombe qui avait explosé au dîner de répétition, malgré la révélation que Vanessa avait caché la véritable chronologie de sa grossesse, Brandon prévoyait apparemment toujours de l'épouser dans quelques heures. L'absurdité de la situation m'a presque fait éclater de rire. Il était sur le point de se lier légalement à une femme dont la tromperie venait d'être exposée à tous ceux qu'il connaissait, et sa réponse était d'appeler son ex-femme pour un soutien émotionnel. J'ai pensé à toutes les fois pendant notre mariage où j'avais supplié pour ce genre d'accès à son monde intérieur. Les nuits où je lui avais demandé de partager ce qu'il ressentait, pour n'être confronté qu'à des murs et des déviations. Les conversations où j'avais déversé mon cœur sur mes peurs et mes insécurités, pour ne recevoir que des platitudes dédaigneuses en retour. Il ne m'avait jamais laissé entrer. Pas vraiment. Et maintenant qu'il se fissurait enfin, il s'attendait à ce que j'attende de l'autre côté. Je ne suis pas ta thérapeute, Brandon, ai-je tapé en retour. Et je ne suis plus ta femme. Quoi que tu traverses, tu dois t'en sortir tout seul. Mon téléphone a immédiatement sonné. J'ai fixé son nom clignotant sur mon écran, sentant la poussée et l'attraction familière de vouloir répondre et de vouloir me protéger d'une implication supplémentaire. Après la troisième sonnerie, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai répondu. Julia, Dieu merci. Sa voix était rauque, dépouillée du charme confiant qui m'avait autrefois attiré. Je ne pensais pas que tu décrocherais. J'ai failli ne pas le faire. Tu as 5 minutes. D'accord. D'accord. Je pouvais l'entendre prendre une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Je suppose que tu as entendu ce qui s'est passé hier soir. Chloé était là et je sais à quelle vitesse les informations voyagent. J'ai entendu que ton cousin a accidentellement révélé la chronologie de la grossesse de Vanessa au dîner de répétition. J'ai entendu que tout le monde dans la pièce a commencé à faire des calculs et à réaliser qu'elle était enceinte alors que nous étions encore mariés. C'est pire que ça. Sa voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot. Julia, elle m'a dit que le bébé avait été conçu en mars. Mars de cette année. Cela signifierait qu'elle est tombée enceinte un mois après la finalisation de notre divorce. Mais hier soir, Aaron a mentionné quelque chose sur le fait qu'elle était plus avancée que ça. Bien plus avancée. Et quand je l'ai confrontée après le dîner, elle a avoué la vérité. J'ai senti ma prise se resserrer sur le téléphone. Quelle est la vérité? Elle est enceinte depuis novembre. Novembre de l'année dernière, Julia, quand nous étions encore mariés. Quand elle m'a juré que notre relation n'était pas encore devenue physique, qu'il ne faisait que parler, que se connecter émotionnellement. Elle m'a menti sur tout. Novembre. J'ai fait le calcul mental rapidement. Novembre signifiait qu'elle était maintenant enceinte d'environ 8 mois, bien plus avancée qu'une conception post-divorce ne le permettrait. Novembre signifiait que pendant que je dormais encore à côté de Brandon chaque nuit, essayant toujours de sauver notre mariage, croyant toujours que sa distance émotionnelle était quelque chose que nous pouvions surmonter ensemble, Vanessa portait déjà ce qui pourrait être son enfant, ou non. Les implications m'ont submergé comme une vague. Brandon, m'appelles-tu parce que tu penses que le bébé pourrait ne pas être le tien? Le silence à l'autre bout de la ligne était une réponse suffisante. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, a-t-il finalement dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je t'ai quitté pour elle. J'ai détruit notre mariage pour elle. Je me suis convaincu que ce que nous avions était spécial, qu'elle était mon âme sœur. Que j'étais enfin avec quelqu'un qui me comprenait. Et maintenant, je découvre que toute la fondation de notre relation était construite sur des mensonges. J'aurais dû me sentir vengé. C'était le moment que j'avais imaginé d'innombrables fois pendant ces nuits sombres après avoir découvert sa liaison. Le fantasme du karma livrant exactement ce qu'il méritait. Mais au lieu de satisfaction, j'ai ressenti un étrange vide. Cet homme qui m'avait brisé le cœur voyait maintenant son cœur brisé en retour. Et je ne pouvais pas y trouver la joie que j'avais espérée. J'ai besoin de savoir quelque chose, Julia, a-t-il poursuivi avant que je puisse répondre. Quand tu as découvert la liaison, as-tu déjà soupçonné qu'elle durait depuis plus longtemps que je ne l'avais admis? As-tu déjà pensé qu'il y avait plus que ce que je ne te disais pas?
La question flottait dans l'air entre nous, un pont entre sa tromperie passée et sa découverte présente. J'ai pensé à toutes les nuits où j'étais resté éveillé, rejouant nos conversations, examinant chaque texto suspect et chaque absence inexpliquée. J'ai pensé aux fois où mon intuition m'avait hurlé que quelque chose n'allait pas, pour être réduite au silence par ses assurances et mon propre besoin désespéré de croire en notre mariage. Je soupçonnais beaucoup de choses, Brandon, mais tu étais très doué pour me faire douter de mes propres perceptions. Au cours de l'heure suivante, j'en ai appris plus sur l'effondrement de la relation de Brandon avec Vanessa que je n'aurais jamais voulu savoir. Il a parlé et j'ai écouté, non pas parce que je lui devais quoi que ce soit, mais parce qu'un coin sombre de mon cœur avait besoin d'entendre à quel point son fantasme s'était effondré. Selon Brandon, la confrontation après le dîner de répétition avait été explosive. Lorsqu'il avait pressé Vanessa de dire la vérité sur la chronologie de sa grossesse, elle avait d'abord essayé de maintenir son mensonge. Elle avait insisté sur le fait qu'Aaron s'était trompé, que les membres de la famille se trompaient souvent de date, qu'elle était exactement aussi enceinte qu'elle l'avait prétendu. Mais Brandon avait fait son propre calcul, avait remarqué comment son corps avait changé d'une manière qui ne correspondait pas à sa chronologie déclarée, et avait refusé d'accepter ses dénégations. Finalement, elle a craqué. Elle a admis qu'elle était enceinte depuis novembre, qu'elle était au courant de la grossesse depuis des mois avant de lui en parler, qu'elle avait délibérément programmé sa révélation pour coïncider avec ma découverte de la liaison, afin de pouvoir utiliser le chaos pour le coincer avant qu'il n'ait une chance de reconsidérer. Elle avait vu son mariage se terminer et avait agi pour assurer sa position, utilisant la grossesse comme une assurance qu'il ne pourrait pas la quitter comme il m'avait quitté. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, m'a dit Brandon d'une voix qui semblait venir de très loin, c'est que le moment de la conception était incertain. Lui et Vanessa étaient ensemble depuis octobre de l'année précédente, mais pendant ces premiers mois, elle avait également entretenu une relation avec quelqu'un d'autre, un collègue de son travail dans une société pharmaceutique où elle travaillait aux ressources humaines, un homme nommé Thomas, qui avait apparemment été dévasté quand elle avait mis fin à leur relation pour poursuivre son avenir avec Brandon. Thomas. Le nom ne me disait rien, mais pour Brandon, il signifiait clairement tout. La possibilité que l'enfant que Vanessa portait puisse appartenir à un autre homme avait brisé ce qui restait de sa confiance en elle. Il l'avait confrontée à propos de Thomas, et elle avait admis qu'elle ne pouvait pas être complètement certaine de la paternité. Elle avait promis de faire un test ADN après la naissance du bébé, avait juré qu'elle était presque sûre que l'enfant était de Brandon, l'avait supplié de se marier quand même, et il y réfléchissait. « Je ne sais pas quoi faire, Julia », a-t-il dit, la voix brisée par l'épuisement et la confusion. Le mariage est dans 3 heures. Toutes nos familles sont là. Nous avons dépensé des milliers de dollars pour cet événement. Et une partie de moi pense que je devrais simplement le faire et m'occuper de la question de la paternité plus tard. Mais une autre partie de moi a l'impression d'entrer dans un piège dont je ne pourrai jamais m'échapper. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après tout ce qui avait été révélé, après avoir appris que la femme pour qui il m'avait trahi lui mentait depuis le début, il envisageait toujours de l'épouser. La dissonance cognitive était presque impressionnante. « Brandon, pourquoi m'appelles-tu » ai-je demandé, ma voix plus vive que je ne le voulais. « Qu'est-ce que tu penses exactement que je peux t'offrir en ce moment ? La permission ? L'absolution ? Je suis la dernière personne qui devrait te conseiller de te marier ou non avec la femme avec qui tu m'as trompé. Je ne sais pas pourquoi je t'appelle, a-t-il admis. Je sais juste que tu es la seule personne qui sera honnête avec moi. Tous les autres ici ont un agenda. Sa famille veut que le mariage ait lieu pour ne pas avoir à gérer le scandale d'un événement annulé. Ma famille est trop confuse pour savoir quoi penser. Mes amis me disent de fuir, mais ils n'ont jamais aimé Vanessa de toute façon, donc je ne sais pas s'ils sont objectifs ou simplement partiaux. Et tu penses que je ne suis pas partial ? Brandon, tu as détruit ma vie. Tu m'as fait me sentir sans valeur pendant des années. Tu m'as laissé croire que l'échec de notre mariage était de ma faute, que c'était moi qui n'étais pas à la hauteur, alors que pendant tout ce temps, tu construisais une vie avec quelqu'un d'autre dans mon dos. Je suis probablement la personne la plus partiale de la planète en ce qui te concerne. Je sais. Sa voix était petite, presque enfantine. Je sais que ce que je t'ai fait est impardonnable. Et je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais Julia, tu as toujours été celle qui me voyait clairement. Même quand je me mentais à moi-même, tu pouvais voir à travers. Tu as toujours su quand quelque chose n'allait pas, même quand je t'ai convaincu de douter de tes propres instincts. L'aveu a atterri quelque part au fond de ma poitrine, remuant des émotions que je pensais avoir enterrées.
Il avait raison, d'une manière tordue. Tout au long de notre mariage, j'avais possédé une intuition sur son comportement qu'il avait systématiquement travaillé à saper. Chaque fois que je sentais que quelque chose n'allait pas, il avait trouvé un moyen de me faire remettre en question ma perception, de croire que mes inquiétudes étaient infondées, de me manipuler pour que j'accepte des explications que mon instinct me disait être des mensonges. Et maintenant, il me demandait d'utiliser cette même intuition en son nom. Que veux-tu que je te dise, Brandon? Que tu devrais l'épouser parce que tu es déjà allé si loin. Que tu devrais partir parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Je n'ai pas les réponses que tu cherches. C'est ta décision, pas la mienne. Penses-tu qu'elle m'aime? La question est sortie d'un trait, comme s'il l'avait retenue pendant toute la conversation. Je veux dire, vraiment même, pas seulement la vie que je peux lui offrir ou la stabilité ou quoi que ce soit. Penses-tu qu'il y a quelque chose de réel sous tous les mensonges? J'ai pensé à Vanessa, une femme que je n'avais jamais rencontrée, mais que j'avais imaginée d'innombrables fois dans les mois qui ont suivi la découverte de son existence. Je l'avais imaginée comme calculatrice, opportuniste, quelqu'un qui avait vu une ouverture dans mon mariage en difficulté et l'avait exploité sans remords. Mais je n'avais jamais envisagé la possibilité qu'elle puisse aimer sincèrement Brandon, que ces tromperies puissent être nées de la peur de le perdre plutôt que d'une simple manipulation. Peu importait. L'amour bâti sur des mensonges n'était pas de l'amour du tout. C'était un château de cartes qui attendait de s'effondrer. Je pense, ai-je dit lentement, en choisissant mes mots avec soin, que tu dois te demander si tu peux passer le reste de ta vie avec quelqu'un qui a déjà prouvé qu'elle était prête à te tromper sur quelque chose d'aussi fondamental. Un enfant, Brandon, elle t'a menti sur un enfant. Si elle peut mentir sur ça, de quoi d'autre est-elle capable de mentir? Le silence qui a suivi a été le plus long de toute notre conversation. Brandon m'a rappelé 1 heure plus tard. J'étais passé de ma table de cuisine à mon canapé, blotti avec une tasse de thé que j'avais préparée plus pour le réconfort de tenir quelque chose de chaud que par réelle envie de la boire. Son nom est apparu sur mon écran avec une inévitabilité que j'attendais en quelque sorte. Il n'en avait pas encore fini avec moi. Je ne vais pas le faire, a-t-il dit avant même que je puisse dire bonjour. Sa voix semblait différente maintenant, plus stable, comme si le chaos du matin s'était cristallisé en une sorte de clarté. Je viens de dire à Vanessa que le mariage est annulé. J'ai absorbé cette information avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle est hystérique. Sa mère me crie dessus dans l'autre pièce. Son père a menacé de me poursuivre en justice pour le coût du mariage, ce qui est ridicule puisque j'en ai payé la majeure partie de toute façon. Mais je m'en fiche maintenant. Je ne peux pas épouser quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, et je ne peux certainement pas élever un enfant qui pourrait ne même pas être le mien sans connaître la vérité d'abord. Une partie de moi voulait le féliciter d'avoir pris la bonne décision. Une autre partie de moi reconnaissait que ce n'était plus vraiment ma place. J'avais été sa caisse de résonance pour la journée, mais je n'avais aucun intérêt à devenir son système de soutien émotionnel à l'avenir. Brandon, je suis contente que tu fasses ce qui te semble juste, ai-je dit prudemment. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cet appel, toute cette conversation d'aujourd'hui, ça ne change rien entre nous. Nous sommes toujours divorcés. Tu m'as toujours trahi. Et une fois que cette crise sera passée, j'ai besoin que tu respectes mes limites et que tu me laisses tranquille. Je sais, a-t-il dit rapidement. Je sais ça. Je ne t'appelle pas parce que je pense que nous pouvons nous remettre ensemble ou quoi que ce soit. Je comprends que ce bateau a coulé. Je t'appelle parce que je voulais m'excuser. Le mot flottait dans l'air entre nous. En 7 ans de mariage et 3 mois de divorce, Brandon ne s'était jamais excusé pour l'affaire. Il l'avait expliqué, rationalisé, avait rejeté la responsabilité. Mais il n'avait jamais simplement dit qu'il était désolé. J'écoute, ai-je dit, ma voix neutre malgré le tumulte dans ma poitrine. J'ai eu tort, Julia. Tout ce que je t'ai fait était mal. L'affaire, les mensonges, la façon dont je t'ai fait sentir que tu étais folle de soupçonner quelque chose. Je me suis convaincu que notre mariage était mort et que je méritais de trouver le bonheur ailleurs. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué en me désengageant il y a des années, en refusant de faire le travail que les relations exigent, en te prenant pour acquise pendant que je cherchais quelque chose de plus excitant. J'ai senti des larmes me piquer les coins des yeux et je les ai repoussées avec colère. Je ne voulais pas pleurer pour lui.
J'avais versé assez de larmes sur cet homme pour remplir un océan. Et il ne méritait plus mon chagrin. Le truc avec Vanessa, a-t-il poursuivi, sa voix devenant plus contemplative, c'est que je pensais que c'était différent avec elle parce qu'elle était spéciale. Parce que nous avions une sorte de connexion unique qui nous manquait, à toi et moi. Mais maintenant je réalise que c'était seulement différent parce que c'était nouveau. L'excitation ne venait pas d'elle. Elle venait de la nouveauté, du secret, du frisson de faire quelque chose d'interdit. Et une fois que cela s'est estompé, une fois que nous vivions ensemble et que nous faisions face à la vraie vie au lieu de nous faufiler, j'ai commencé à voir qu'elle n'était pas plus spéciale que n'importe qui d'autre. C'est une réalisation douloureuse, ai-je dit, en essayant de garder ma voix égale. Mais c'est une réalisation que tu aurais dû avoir avant de jeter notre mariage. Je sais, mon Dieu. Je sais. Et le pire, c'est que je vois maintenant que ce que j'avais avec toi était réel. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Tu m'as aimé d'une manière que Vanessa n'aurait jamais pu, parce qu'elle jouait toujours un rôle, calculant toujours comment obtenir ce qu'elle voulait. J'étais trop stupide et trop arrogant pour le voir. Je l'ai laissé parler sans répondre immédiatement. Il y a un an, entendre cela aurait tout signifié pour moi. Pendant ces semaines sombres après avoir découvert l'affaire, j'aurais tout donné pour entendre Brandon reconnaître que notre mariage avait de la valeur, que j'avais été une bonne épouse, que sa trahison n'était pas un reflet de mon inadéquation. Mais trop de temps avait passé. La blessure avait cicatrisé, et ces mots ne pouvaient plus atteindre les endroits tendres qu'ils auraient autrefois trouvés. Brandon, j'apprécie que tu dises tout ça. Vraiment. Mais j'ai besoin que tu comprennes que ça n'annule pas ce qui s'est passé. Ça n'efface pas les années de négligence émotionnelle ou la dévastation de découvrir que la personne en qui j'avais le plus confiance me mentait. Des excuses sont un bon début, mais ce n'est pas l'absolution. Je ne demande pas l'absolution, a-t-il dit doucement. Je te demande juste de croire que je vois enfin clairement, peut-être pour la première fois de ma vie. J'ai entendu une agitation en arrière-plan de l'appel. Des voix fortes et ce qui ressemblait à quelqu'un qui pleurait. Le mariage annulé sombrait clairement dans le chaos et Brandon se tenait au milieu, choisissant de m'appeler au lieu de gérer les retombées. On dirait que tu as des choses à gérer là-bas, ai-je dit. Je vais te laisser. Attends, Julia, une dernière chose. Il a fait une pause et je pouvais l'entendre déglutir difficilement. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais si les choses se calment, envisagerais-tu de prendre un café avec moi un de ces jours? Pas pour nous remettre ensemble, juste pour parler. J'ai l'impression de te devoir plus qu'une conversation téléphonique ne peut t'offrir. J'ai pensé à la vie que je construisais à Charlotte, au matin calme dans mon appartement ensoleillé, au travail où j'excellais, aux amitiés que je cultivais lentement avec des gens qui ne savaient rien de mon mariage ou de mon divorce. J'ai pensé à la difficulté avec laquelle j'avais travaillé pour créer une distance avec cet homme et tout ce qu'il représentait. Non, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Je ne pense pas que ce serait bon pour l'un ou l'autre d'entre nous. Je te souhaite le meilleur, Brandon. J'espère sincèrement que tu régleras ce qui s'est passé avec Vanessa et le bébé, et j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Mais je ne peux plus faire partie de ton voyage. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. Mon téléphone a sonné de nouveau presque immédiatement. Cette fois, je n'ai pas répondu. J'ai regardé son nom clignoter sur mon écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne enfin, puis j'ai bloqué son numéro. Quelles que soient les conséquences qui attendaient Brandon, il devait les affronter seul. Les séquelles de cet appel téléphonique ont persisté dans mon appartement comme la fumée d'une bougie brusquement éteinte. Je suis resté assise sur mon canapé pendant ce qui m'a semblé des heures, traitant tout ce qui s'était passé. Tout ce qui avait été dit, tout ce qui se déroulait encore à des centaines de kilomètres de là, à Louisville, où le mariage de mon ancien mari venait d'imploser. Bloquer le numéro de Brandon avait été étonnamment facile. Quelques tapotements sur mon écran, et 7 ans d'histoire ont été réduits au silence. Plus d'appels ne passeraient. Plus de messages vocaux désespérés ne s'accumuleraient. Quel que soit le chaos qui éclatait dans sa vie, je m'étais enfin définitivement retiré de son orbite. La satisfaction que je m'attendais à ressentir a mis plus de temps à arriver que prévu. Pendant si longtemps, j'avais imaginé le moment où Brandon réaliserait l'ampleur de ses erreurs. Dans mes fantasmes, il reviendrait en rampant, dévasté par le regret, pour découvrir que j'étais passé à autre chose et que je ne me souciais plus de lui. La réalité était plus compliquée que ça. Il ne rampait pas vers moi. Il se noyait simplement dans les conséquences de ses choix.
Et il se trouvait que j'étais le canot de sauvetage le plus proche auquel il pouvait penser. Mais j'avais refusé de le secourir. Et ça, ai-je réalisé, était une forme de vengeance plus satisfaisante que n'importe quelle confrontation dramatique n'aurait pu l'être. Je me suis levé du canapé et je suis allé à ma fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Charlotte brillant dans la lumière de l'après-midi. Il y a 3 mois, j'étais arrivé dans cette ville, brisée et incertaine, portant le poids de mon mariage raté comme une pierre autour du cou. J'avais tout remis en question sur moi-même, ma valeur, mon jugement, ma capacité à être aimé. La trahison de Brandon avait si complètement brisé ma confiance que je reconnaissais à peine la femme que je voyais dans le miroir chaque matin. Mais quelque chose avait changé dans les semaines qui ont suivi mon déménagement. Lentement, douloureusement, j'avais commencé à me reconstruire à partir des décombres qu'il avait laissés. Je m'étais jeté dans mon travail chez Larken Finch, obtenant une reconnaissance pour mes contributions à un projet commercial majeur qui avait impressionné même les associés principaux. J'avais recommencé à courir, un passe-temps que j'avais abandonné pendant mon mariage quand Brandon se plaignait que ma routine d'exercice prenait du temps sur lui. J'avais noué des amitiés timides avec quelques femmes de mon immeuble, nous retrouvant pour un café, un verre de vin, et le genre de conversation légère qui n'exigeait rien de moi si ce n'est ma présence. Aucun de ces changements n'était dramatique. Il n'y avait pas eu de transformation soudaine, pas de moment de montage de film où j'émergeais de mon cocon comme une personne complètement différente. La guérison avait été progressive, incrémentale, souvent invisible pour quiconque sauf moi-même. Mais elle était réelle. Et debout à ma fenêtre le jour où le mariage de mon ex-mari s'est effondré, je pouvais enfin voir le chemin parcouru. Mon téléphone a vibré avec un message de Chloé. Le mariage est officiellement annulé. Vanessa menace de dire à tout le monde que c'est Brandon qui a menti sur la chronologie. C'est le chaos total. Ça va ? J'ai tapé une réponse qui m'a surprise par sa brièveté et son honnêteté. En fait, je vais très bien. Merci de prendre des nouvelles. Parce que je l'étais. Pour la première fois depuis que j'avais découvert la liaison de Brandon, je me sentais vraiment bien. Non pas parce que sa vie s'effondrait, bien que je mentirais si je disais que cela ne procurait pas un certain sentiment de justice cosmique. Je me sentais bien parce que j'avais enfin cessé de mesurer mon bien-être par rapport au sien. Son bonheur ou son malheur n'était plus ma préoccupation. Ma propre vie, ma propre paix, mon propre avenir étaient les seules mesures qui comptaient maintenant. J'ai pensé à ce que Brandon avait dit lors de notre dernière conversation. Sa réalisation tardive que ce que nous avions était réel. Sa reconnaissance qu'il avait jeté quelque chose de précieux à la poursuite de l'excitation et de la nouveauté. Il y a 1 an, ces mots m'auraient dévasté. Il m'aurait plongé dans le deuil et le regret, me demandant ce qui aurait pu être s'il avait seulement vu clairement plus tôt. Mais maintenant, debout dans mon propre appartement dans une ville que j'avais choisie pour moi-même, j'ai compris que ces réalisations n'étaient pas de ma responsabilité. Il pouvait voir la vérité maintenant parce qu'il faisait enfin face aux conséquences. Sa clarté n'était pas née de la croissance ou de l'introspection. Elle était née de la douleur. Et la douleur était quelque chose que je n'étais plus disposé à partager avec lui. Le soleil commençait à se coucher devant ma fenêtre, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose que je ne m'étais jamais donné la peine de remarquer pendant mon mariage. J'étais trop occupé à surveiller les humeurs de Brandon, trop absorbé à essayer d'être la femme qu'il voulait, pour prêter attention à de petites beautés comme celle-ci. Mais maintenant, j'avais la capacité de remarquer. Maintenant, j'avais la paix d'apprécier. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était Megan, une collègue avec qui je m'étais rapproché depuis ma mutation. On prend un verre ce soir ? J'ai entendu dire que tu as eu une journée de folie. J'ai souri et j'ai répondu. Tu n'as pas idée. Mais oui, un verre semble parfait. Les photos du mariage annulé ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux ce soir-là. Je les ai vues alors que j'étais assise dans un bar avec Megan, faisant défiler mon téléphone entre 2 gorgées d'un cocktail qui avait le goût de la liberté. Quelqu'un avait pris des photos du lieu de réception, des chaises vides disposées en rangées qui ne seraient jamais remplies, un hôtel décoré de fleurs devant lequel aucune mariée ne marcherait. Les légendes allaient de la sympathie à la jubilation, selon la relation de l'auteur avec les parties concernées. Une photo en particulier a attiré mon attention. Elle montrait Brandon debout devant le lieu de réception, sa veste de costume enlevée, sa cravate desserrée, son visage un masque d'épuisement et de défaite. À côté de lui se tenait Vanessa. Son expression, un mélange de fureur et de désespoir que l'appareil photo avait capturé avec une clarté brutale. Même sur une photographie,
Je pouvais voir la tension entre eux. L'effondrement absolu de tout fantasme qu'ils avaient entretenu. Megan s'est penchée pour regarder mon écran. C'est lui? Ton ex? J'ai hoché la tête, me sentant étrangement détaché de l'image. C'est lui. Et c'est la femme pour qui il m'a quitté. On dirait qu'elle est sur le point de tuer quelqu'un. Probablement. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris mon verre. Le mariage devait avoir lieu aujourd'hui. De toute évidence, ce n'est pas le cas. Les yeux de Megan se sont écarquillés de curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, si tu veux en parler, tu n'es pas obligé. Je me suis surprise à vouloir partager, non pas par douleur, mais par une sorte d'amusement. Toute la situation avait pris une qualité surréaliste, comme regarder une série télévisée se dérouler en temps réel. J'ai raconté à Megan la révélation du dîner de répétition, la chronologie de la grossesse qui ne collait pas, la possibilité que le bébé ne soit même pas de Brandon. Je lui ai parlé des appels téléphoniques désespérés, du numéro bloqué, du moment où je me suis enfin déconnecté de l'homme qui avait consommé tant de mon énergie émotionnelle pendant tant d'années. C'est de la folie, a dit Megan quand j'ai fini. Je veux dire, vraiment de la folie. On ne pourrait pas écrire des trucs pareils. Je sais. Et le plus fou, c'est qu'il y a 6 mois, ça m'aurait détruite. Découvrir que sa nouvelle relation parfaite était en fait construite sur des mensonges, que la femme qu'il a choisie à ma place le manipulait depuis le début. Je me serais senti vengé mais aussi dévasté. Comme si, peut-être, si j'avais été différente, meilleure, plus, il n'aurait pas été vulnérable à quelqu'un comme elle. Mais maintenant. J'ai pris une longue gorgée de mon verre, réfléchissant à la question. Maintenant, j'ai juste pitié d'eux deux. Ils se méritent l'un l'autre de la pire des manières. C'est un homme qui ne sait pas être honnête en amour, et c'est une femme qui a vu cette faiblesse et l'a exploitée. Quoi qu'il arrive entre eux ensuite, c'est leur problème, pas le mien. La conversation s'est ensuite tournée vers des sujets plus légers. Megan m'a parlé d'un gars avec qui elle sortait, un dentiste nommé Christopher, qui avait la fâcheuse habitude d'évaluer ses dents chaque fois qu'ils s'embrassaient. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois, sentant la tension accumulée de la journée se libérer de mon corps par vagues. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, j'avais pris une décision. J'en avais fini de vérifier les mises à jour sur la situation de Brandon. Les photos, les publications sur les réseaux sociaux, les ragots de seconde main d'amis communs, rien de tout cela ne servait à quoi que ce soit si ce n'est à me maintenir attaché à un passé que j'essayais activement de laisser derrière moi. Quoi qu'il soit arrivé avec le mariage annulé, la question potentielle de la paternité, les retombées inévitables entre Brandon et Vanessa, je n'avais pas besoin de le savoir. J'ai ouvert mon application de réseau social et j'ai commencé le processus de désabonnement de quiconque pourrait me fournir une fenêtre sur sa vie. Des amis communs de Louisville, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, des parents éloignés de sa famille qui avaient accepté ma demande d'amis pendant notre mariage, même Chloé, bien que je lui ai d'abord envoyé un message privé expliquant que je ne mettais pas fin à notre amitié, mais que je créais simplement des limites nécessaires. À minuit, ma connexion numérique au monde de Brandon avait été coupée aussi complètement que ma ligne téléphonique. Il n'existait plus que dans mes souvenirs, un chapitre de ma vie qui était enfin vraiment clos. Je me suis tenu au centre de mon petit appartement et j'ai regardé l'espace que j'avais créé pour moi. Les meubles que j'avais choisis sans consulter le goût de personne d'autre. L'art sur les murs qui reflétait ma personnalité, pas un compromis entre deux visions différentes. Les plantes que j'apprenais à garder en vie. De petits rappels verts que j'étais capable de nourrir la croissance même après tant de destruction. C'était ma vie maintenant. Non pas les séquelles d'un mariage raté, non pas la période de convalescence avant que quelque chose d'autre ne commence. C'était ma vie, complète et entièrement la mienne. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir, je me sentais véritablement excité par mon avenir. 6 mois se sont écoulés. Les saisons ont changé devant mon appartement de Charlotte. L'été s'est estompé pour laisser place à l'automne, puis à un hiver doux qui nécessitait à peine un manteau épais. Je me suis installé dans un rythme qui me semblait de plus en plus naturel, de plus en plus le mien. Ma carrière chez Larken Finch a prospéré d'une manière que je n'avais pas prévue. Le projet sur lequel j'avais travaillé pendant mes premiers mois à Charlotte a conduit à une promotion et à une augmentation de salaire significative. Une reconnaissance pour des contributions qui n'avaient rien à voir avec ma vie personnelle ou le chaos que j'avais fui. Ma patronne, une femme vive d'esprit nommée Patricia, qui dirigeait le bureau avec autant de précision que de chaleur,
était devenu une sorte de mentor, m'encourageant à saisir des opportunités que je n'aurais jamais envisagées pendant mon mariage. J'ai commencé à suivre des cours du soir en design textile, une passion que j'avais abandonnée il y a des années quand Brandon l'avait qualifiée d'impraticable. La sensation du tissu sous mes doigts, la méditation du travail avec la couleur et les motifs ont comblé un vide en moi que je n'avais pas réalisé. Mon instructeur a suggéré que j'avais un vrai talent. Un commentaire qui m'a fait pleurer dans ma voiture après le cours parce que j'avais oublié ce que c'était que d'être vraiment doué pour quelque chose qui m'apportait de la joie. Des nouvelles de Brandon arrivaient de temps en temps, malgré tous mes efforts pour créer de la distance. Chloé appelait tous les quelques mois pour prendre des nouvelles, et bien qu'elle ait essayé de respecter mes limites, des informations passaient parfois. Le mariage n'avait jamais été reprogrammé. Le test de paternité avait confirmé que le bébé était bien celui de Brandon, mais les dommages à sa relation avec Vanessa étaient apparemment irréparables. Ils avaient tenté de rester ensemble pour le bien de l'enfant, mais s'étaient séparés avant même la naissance du bébé. Brandon était maintenant père célibataire d'une fille qu'il n'avait pas prévue, conçue dans la tromperie et née dans le chaos. Il avait perdu son emploi à l'agence de marketing pendant la tourmente, ses performances souffrant du poids de son désastre personnel. La dernière fois que Chloé avait eu des nouvelles, il travaillait à un poste inférieur dans une plus petite entreprise, partageant la garde de sa fille avec une femme qui n'avait jamais cessé d'être en colère contre lui pour avoir annulé leur mariage. J'ai écouté ces mises à jour avec une sorte de paix. La satisfaction vengeresse que je m'attendais à ressentir ne s'est jamais vraiment matérialisée. Au lieu de cela, j'ai ressenti une sorte de compassion distante pour le désordre qu'il avait fait de sa vie, une compassion qui existait entièrement séparément de tout désir d'aider ou d'intervenir. Il avait choisi son chemin. À chaque étape, il avait choisi. La femme que je devenais à Charlotte ressemblait peu à la femme qui avait découvert la liaison de son mari dans une chambre sombre à Louisville. Cette femme avait été consumée par le deuil et le doute de soi, remettant en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour, la confiance et sa propre valeur. Cette femme, celle que je voyais dans mon miroir maintenant, avait appris qu'elle était capable de se reconstruire à partir des cendres. Elle avait appris que la trahison n'était pas une condamnation de sa valeur, mais un reflet du caractère de quelqu'un d'autre. Elle avait appris que la meilleure vengeance n'était pas la destruction, mais l'évolution. J'ai souvent pensé à cet appel téléphonique le jour de son mariage annulé, au désespoir dans sa voix, à la façon dont il s'était agrippé à moi comme un homme qui se noie s'agrippe à une bouée de sauvetage. Au moment où j'avais réalisé que quoi qu'il ressente, ce n'était plus ma responsabilité de le réparer. Ce moment avait été un tournant, bien que je ne l'ai pas reconnu à l'époque. En choisissant de ne pas le secourir, je m'étais finalement sauvé moi-même. En bloquant son numéro, j'avais débloqué mon propre avenir. En m'éloignant de sa crise, je m'étais dirigé vers ma propre paix. Debout dans mon appartement un dimanche matin tranquille, un café à la main et le soleil filtrant par mes fenêtres, je me suis permis d'être fier du chemin parcouru. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé en épousant Brandon à 24 ans, pleine d'espoir et de certitude sur notre amour. Mais c'était une vie que j'avais construite de mes propres mains à partir de l'épave de sa trahison. Et elle était plus belle que tout ce que j'aurais pu construire en restant piégé dans son ombre. Les choix de Brandon l'avaient détruit d'une manière qu'il ne comprenait probablement toujours pas pleinement. Sa réputation à Louisville avait souffert. Sa carrière avait stagné. Ses relations avec ses amis et sa famille étaient tendues par le scandale du mariage annulé et la révélation de la tromperie de Vanessa. Il avait échangé un mariage stable contre une liaison qui s'est effondrée de manière spectaculaire devant tout le monde qu'il connaissait, et les conséquences ont continué à se répercuter dans sa vie longtemps après que la crise initiale soit passée. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, et les siennes étaient entièrement auto-infligées. Quant à moi, j'avais découvert quelque chose d'inattendu au lendemain de sa trahison. J'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé. La femme qui s'était autrefois réduite pour accommoder son indifférence était devenue quelqu'un qui prenait de la place sans s'excuser, qui poursuivait ses passions sans demander la permission, qui construisait une vie qui ne répondait à personne d'autre qu'à elle-même. La vengeance que j'avais voulue ne consistait pas à le voir souffrir. Il s'agissait de prospérer si complètement que son opinion sur moi devenait sans importance. J'ai posé mon café et j'ai souri à mon reflet dans la fenêtre. Mon parcours de vengeance m'avait appris la leçon la plus importante de toutes. La meilleure façon de surmonter quelqu'un qui a essayé de vous rabaisser est de devenir quelqu'un qu'il ne pourrait plus jamais rabaisser.